Bon, disons que mon séjour carcéral à Koningui, qui est un séjour de plus, je l'ai vécu avec beaucoup de sérénité, parce qu'il faut le dire, cette fois-ci, je n'étais pas seul, hein, nous étions un groupe de personnes. Et l'avantage d'être un groupe de personnes, c'est qu'on se supporte. Hein, on essaie de tenir. C'est vrai que même si j'avais été seul, j'ai tenu pendant 8 ans, hein, étant seul. Même si j'avais été seul, j'aurais tenu, parce que l'objet de mon interpellation et de mon incarcération était noble. Donc en général, on ne souffre dans les prisons que lorsque on se reproche des choses. Quand on vous prend innocemment, on vous jette en prison innocemment, le mental est bon. Et pour un habitué comme moi, il en faut trop pour briser mon moral. Donc il ne suffit pas de me jeter en prison pour penser m'avoir atteint. Moi, on ne m'atteint pas en me jetant en prison. Au contraire, quand vous me jetez en prison, vous me révoltez de plus en plus et vous me rendez plus têtu et plus déterminé à vous combattre. Et c'est ça que ce régime ne comprend pas. Il passe d'autant à... c'est un régime qui a transformé les prisons en exutoires. Quand ils veulent régler un compte, la prison, ils appellent la prison rapidement, ils invoquent la prison pour détruire la personne. Mais bon, moi j'ai cette vie, hein. Je suis comme un chat qu'on lance en haut et qu'on fait tomber, qui ne s'endort pas définitivement. Personnellement, ils peuvent recommencer une fois, c'est leur problème. Mais jusqu'au jour où je déciderai, moi maintenant, cette fois-là, d'entrer en brousse. Moi, je les préviens que j'entrerai en brousse si ça continue comme ça. Et lorsqu'ils auront fini de gérer les problèmes anglophones, ils vont donc également, il y aura un dialogue national concernant ma sortie de brousse, parce que vous ne pouvez pas passer votre vie à intimider un individu qui est né normalement d'un parent. Mes parents, ma mère m'a porté 9 mois au ventre. Elle ne m'a pas porté 9 mois au ventre pour que M. Biya et son équipe viennent transformer ma vie en vie carcérale permanente. Et il faudrait bien que ça s'arrête, parce qu'un jour, je serai dans la triste obligation, cette fois-là, d'entrer vraiment dans la brousse et d'en ressortir cette fois-là par des négociations internationales et autres. Moi, je suis fatigué. Ils savent que c'est plus facile pour eux de discuter, mais ils prennent la prison et en font leur histoire pour régler les comptes. Alors qu'ils continuent, et un matin, ce ne sera plus Ayuk Tabé seul, ça va être Ayuk Tabé, Paul Eric King et tout ça, et peut-être sous d'autres formes. Ça ne va pas être à Bamenda ou au sud-ouest, ça pourra être dans le Mungo. Donc il faut qu'ils fassent très très attention. Ils vont considérer que c'est une menace, mais c'est une position d'un homme suffisamment réfléchi. Je suis suffisamment réfléchi et j'assume mes positions. Parce que comme je dis, vous ne pouvez pas commencer une jeunesse telle que je l'ai commencée et vous vieillissez dans les prisons parce que les individus ne veulent pas vous voir ou alors parce que les individus veulent assouvir leurs petits desseins. Alors moi, je l'ai dit sur d'autres plateaux, la prison pour moi c'est un peu du phosphate, c'est un peu de l'engrais. Chaque fois que vous me jetez en prison, vous m'engraissez politiquement, vous m'engraissez mentalement, mais sauf que vous me radicalisez. Et je peux vous rassurer que si moi je me radicalise, ça ne va pas être facile pour cet État. Non, je n'en tire aucun enseignement, puisque de toute façon, pour que j'en tire un enseignement, il faut qu'il y ait eu un motif réel d'infraction commise. Mais je ne peux pas tirer un enseignement d'une histoire où j'ai été simplement kidnappé. Non, moi, je n'ai pas d'enseignement. C'est pour ça que je vous ai dit que si j'ai mes activités politiques à faire, je les fais. Et donc, je n'ai aucun enseignement à tirer de trucs. Parce que quelqu'un d'autre aurait pu dire... Je sors encore de prison pour la seconde fois, je vais me taire. Moi, je ne vais pas me taire. Vraiment, il faut que les gens la sachent que plus ils vont me mettre en prison, plus je vais les mettre à nu. Moi, je n'ai pas ce type de peur, ce type de considération. Je n'ai pas ce type de peur. À mon avis, il faut qu'ils sachent que je suis préparé à tout ça.
Bon, disons que mon parti en a pris forcément un coup, hein, parce que les 9 mois auraient permis que je continue à implanter mon parti de part et d'autre. Mais j'ai mis 9 mois, je n'ai pas pu continuer à l'implanter. Mais mieux vaut tard que jamais. Je suis là, je vais faire ce travail. Parce que les échéances sont annoncées et j'ai décidé de faire participer mon parti à ces échéances à venir. Non, je ne peux pas fusionner. Je serai le dernier Camerounais à devenir militant du MRC. Parce que je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec le MRC sur tous les points. Ce n'est pas parce qu'on est alliés. On est alliés parce qu'il y a une plateforme minimale d'entente. C'est-à-dire qu'il y a quelques points sur lesquels nous nous entendons. Mais il y a beaucoup de points également sur lesquels nous divergeons. Donc du coup, je ne suis pas lié au MRC. Je ne peux jamais devenir militant du MRC. Pour la simple raison que ces points qui divergent sont assez nombreux quand même, hein, pour que je décide d'aller faire... Et puis un leader ne fusionne pas avec un parti politique. Moi, je suis un leader. Je suis un leader. Il n'est pas inutile que je rappelle que parmi tous les hommes politiques qui sont sur le terrain politique aujourd'hui, je suis l'un des rares élus. Ça veut dire que je suis déjà passé par le critère de sélection des élections. Hein, le critère de sélection du secret des urnes. Je suis déjà passé par là. Et beaucoup n'ont pas eu cette possibilité jusqu'à ce jour d'être élu. Donc un leader, ça ne fond pas dans un groupe. Un leader reste un leader et il porte ses idées. Moi, je préfère cette place-là avec le MRC, à condition que le MRC respecte, lui, ses engagements. Nous sommes des Bantous, et chez nous, les Bantous, et précisément chez les Bamileke, moi je ne suis pas Bamileke à 100%, hein, j'ai un parent Bamileke à moitié, donc je suis Bamileke à 25%. Mais chez les Bamileke prononcés, la tontine n'est jamais absente, la tontine n'est jamais malade. Quand vous êtes membre d'une tontine, vous devez toujours cotiser, même si le palu veut vous tuer. Là où nous sommes, j'ai travaillé avec le MRC. J'ai tontiné ma part pour dire comme au quartier. C'est-à-dire que tout le monde m'a vu mettre ma poitrine devant et servir de pare-balles pour Maurice Kamto. Tout le monde m'a vu travailler avec Maurice Kamto sans réserve. Tout le monde m'a vu aller en prison aux côtés de Maurice Kamto du fait de mon rapprochement avec lui. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, si je ne m'étais pas rapproché de Kamto, jamais je n'aurais fait cette prison. Parce que les Camerounais qui n'étaient pas auprès de Kamto ne sont pas allés en prison. Donc, c'est tout ça, plus maintenant le fait que j'encourais une peine de mort. J'ai encouru une peine de mort pour Maurice Kamto. Mais maintenant, en plus de ça, il y a que j'ai accepté pendant les 12 mois de collaboration avec lui de tuer mon nom. Vous allez constater que chaque fois que on parlait des gens qui sont en prison, on disait toujours Maurice Kamto est allié. Moi, je ne m'appelle pas allié, mais j'avais accepté ce générique. Parce que nous, on avait convenu que nous avons un leader, on va mettre le leader devant. Et ce leader, c'était Maurice Kamto. J'ai tué mon nom, j'ai enseveli mon parti pendant 12 mois, parce que même à mes militants, j'avais simplement demandé d'appeler à voter le MRC et mes militants ne battaient campagne que pour le MRC. Donc j'ai tout donné au MRC. J'ai même donné ma liberté, j'ai même failli y donner ma vie. Tout ce que j'attends du MRC aujourd'hui, c'est que lui aussi fasse sa tontine. Lui aussi cotise sa tontine pour moi. C'est-à-dire que, parce qu'il a quelques militants dans le Mungo, que ces militants dans le Mungo votent le MPCN. Parce que, voyez-vous, le Cameroun a 366 communes. Mais qu'est-ce que ça ferait au MRC de perdre 13 communes de Mungo? La seule chose que le MRC ne doit pas faire, c'est de se montrer avare. Parce que s'il se montre avare, donnant l'impression que les autres, ils se sont servis des autres pour se faire un nom,
ça risquera de créer donc entre nous ce qu'on appelle la division. Or, nous n'avons pas le droit de laisser que la division s'installe parmi nous. Parce que c'est simplement en allant ensemble que nous allons être forts. Et d'ailleurs, le peuple nous regarde. Les gens de l'extérieur nous regardent. Les gars de la diaspora, parce que le MS doit toujours se souvenir qu'il y a des gens dans la diaspora qui ne peuvent plus mettre pied au Cameroun du fait de cette lutte que nous avons engagée. Et pour les libérer, il faut qu'on aille de manière serrée pour que nous chassions le RDPC du pouvoir. Mais si ce n'est pas le cas, parce que quelques-uns de ces cadres du directoire, je dis bien du directoire, ont décidé de jouer aux marchands d'investiture dans le Mungo, il faut que ces gens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Les textes qui me lient, le contrat qui me lie à M. Maurice Kamto n'est pas verbal. C'est un contrat écrit. Et dans ce contrat, on ne parle pas de me laisser Ndiombe Pendia parce que je n'avais pas besoin de Maurice Kamto pour gagner Ndiombe Pendia. Lui-même peut être candidat à Ndiombe Pendia, je le battrai à Ndiombe Pendia. Donc je n'avais pas besoin d'une alliance, j'ai pas besoin d'une alliance avec Maurice Kamto pour gagner à Ndiombe Pendia. Notre alliance dit que partout où le MRC va vouloir investir des gens, nous allons les soutenir, et partout où nous allons investir les gens, nous allons soutenir, et le MRC va nous soutenir. Et j'entends que cela soit respecté. Ça, ce sera la part de tontine du MRC. Il faut que ces militants qui sont rentrés complètement dans le délire de la recherche de l'argent, en cherchant à soutirer de l'argent à ceux qui veulent être investis, arrêtent ça. En tout cas, dans le Mungo, qu'ils arrêtent ça. À Douala aussi, qu'ils arrêtent ça. Mais qu'ils arrêtent ça parce que je suppose que dans le MRC, leur président national est celui qui engage le parti. M. Maurice Kamto a engagé le MRC par sa signature. M. Maurice Kamto veut devenir président de la République. Et quand on veut devenir président de la République, on commence d'abord par respecter, ses engagements non écrits, pire, ses engagements écrits. À partir du moment où il a écrit, il a signé de sa propre main, alors il doit se sentir attaché à cette convention. Ça, ce sera simplement la justice, c'est-à-dire le retour d'ascenseur qu'il aura apporté à tous les sacrifices que mon parti et moi-même aurons fait pour lui en 2018. Et maintenant, aux militants du MRC, je voudrais qu'ils sachent que voter mon parti n'est pas une faiblesse. Voter mon parti, c'est simplement le retour d'ascenseur, comme je l'ai dit. Parce qu'ils doivent savoir qu'avant 2018, je suis le premier Camerounais à avoir accepté de coaliser avec Maurice Kamto. Le tout premier Camerounais. Au moment où tous les autres responsables politiques refusaient toute alliance avec le MRC, je suis le seul qui s'est levé en premier lieu pour dire que j'irai avec Maurice Kamto. Et c'est seulement après mon alliance avec Maurice Kamto que les autres ont commencé à suivre. Donc on ne rend pas le mal à celui qui a fait du bien. Le monde regarde le MRC, le monde regarde Maurice Kamto, et j'espère, je l'espère vraiment, que pour une fois, ils vont comprendre. Parce que j'entends certains de ces militants dire « Oui, mais cette alliance était pour Ndiombe Pendia ». Pour gagner, j'ai été maire avant que Maurice Kamto n'entre en politique. Donc pour gagner à Ndiombe Pendia, je n'ai pas besoin du MRC. J'ai besoin d'un plus large espace. Parce que si c'était que Ndiombe Pendia, pourquoi est-ce que je vais en prison alors que je peux gagner Ndiombe Pendia sans quelqu'un? Pourquoi est-ce que je suis allé en prison si c'était qu'une partie du Mungo? Parce qu'à la fin, ce qu'il faudra éviter, c'est que mes militants me posent la question, tout ça pour ça, ils sont capables de me poser cette question. Que donc tu es allé en prison pendant 9 mois seulement pour qu'on gagne 2 communes ou 3 communes. Le Mungo est mon fief, j'entends qu'il reste mon fief. Le MRC doit appeler ses militants à voter pour le MPCN. Parce qu'une compétition MRC-MPCN dans le Mungo viendra ouvrir la voie au RDPC. Et en ce moment, ce ne sera plus moi qui aura trahi le peuple camerounais. Ce sera exactement le MRC qui sera aisément possible d'assimiler, n'est-ce pas, à un parti qui serait en train de travailler pour M. Biya. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Parce que toute désunion entre le MRC et le MPCN dans le Mungo peut sonner comme la voie royale qu'on ouvre au RDPC pour qu'il gagne les élections. Moi, je tenais absolument à ce que je dis là soit dit et de manière suffisamment claire.
Attendez, c'est ce que le peuple nous demande. C'est ce que nos frères de la diaspora demandent depuis. Vous savez, nous avons fait rêver le peuple. Hein? Il faut le dire. Et nous avons fait rêver le peuple d'abord parce que nous étions unis. Mais venir nous désunir maintenant pourrait faire sonner le glas de cet espoir que le peuple a commencé à porter à partir de nous. Donc, pour nous, vous devez le savoir, l'alliance doit se poursuivre. Mais elle doit même davantage se renforcer parce qu'elle est importante pour que la bataille soit plutôt remportée. Nous ne devons pas nous comporter comme si ça va être une compétition entre le MPCN et le MRC. Il y a le RDPC à côté qui lorgne. Il y a le SDF à côté qui lorgne. Alors notre compétition, nous ne devons pas ouvrir la voie au SDF ou alors au RDPC pour venir s'installer dans les fiefs que je pouvais gagner avec la contribution du MRC. Donc, voilà, c'est une alliance qui n'a aucun intérêt à affaiblir. Elle doit davantage s'intensifier pour que nous fassions trinquer le RDPC dans les prochains mois. Disons qu'il y a une deuxième étape de la résistance. Elle est en cours de préparation. Nous attendons, nous allons la peaufiner. Vous pouvez être sûr que la prochaine étape portera forcément sur les revendications, sur la modification du code électoral pour un code consensuel. Maintenant, la même étape va porter un autre point qui va être le respect des droits humains au Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, dès que vous n'êtes pas d'accord dans un taxi avec Paul Biya, le taximan seulement peut vous amener dans un commissariat et on vous enferme et on vous oublie pour toujours. Il faut que cela cesse. On ne peut plus continuer à être dans un état où les gens se comportent comme si ils étaient comment je vais dire ça, des créateurs des autres. Moi, c'est Dieu qui m'a créé. Paul Biya ne peut pas me créer. Il ne m'a pas créé parce qu'il ne s'est pas lui-même créé. Donc, je ne peux pas être quelqu'un qui fonctionne suivant les battements des cils ou les battements de cœur des gendarmes, des policiers, des magistrats de M. Biya. Toutes ces forces sont mises en place pour sécuriser le peuple. Mais lorsque ces forces se mettent ensemble pour devenir plutôt dangereuses pour le peuple, ça pose problème. C'est pour ça que le respect des droits humains va être un nouveau calendrier, je vais dire un autre point dans notre prochain calendrier. Pour moi, le dialogue, le grand dialogue national tel que conçu et tel que mis en place par M. Biya et son équipe était une véritable supercherie. C'est une supercherie, mais en fait, quel était donc finalement l'objectif du dialogue national? L'objectif du dialogue national, me semble-t-il, était de faire cesser la guerre au nord-ouest et au sud-ouest et de détendre l'atmosphère politique au Cameroun. On n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, le sud-ouest n'a pas cessé. Les morts n'ont pas cessé là-bas, les morts n'ont pas cessé au nord-ouest. À partir de ce moment, on se rend compte que ce dialogue ne méritait pas d'être fait. Parce qu'il ne sert à rien de mobiliser autant de milliards. Pourquoi on continue à couper les têtes, comme je vois là? Ça veut simplement dire que derrière ce dialogue, il y a eu de mauvaises intentions pour ne pas rendre claires les choses. Et à partir du moment où le dialogue en lui-même n'était pas inclusif, c'est-à-dire n'incluait pas tout le monde, y compris le Bayam Selam, y compris nous de la coalition autour du professeur Maurice Kamto, y compris Ayouk Tabé et son équipe, alors ça restait simplement une véritable supercherie. C'était un dialogue exclusif. Il est temps donc maintenant que M. Biya organise un dialogue inclusif. Cette fois-là, mon parti l'a dit, sous la coordination des États-Unis et des pays amis du Cameroun. Parce que les gens pensent que lorsque je le dis,
je suis en train d'inviter les grandes puissances à venir nous coloniser. Non, que non. Je le dis parce que nous sommes, ils doivent intervenir parce que nous sommes en pleine crise humanitaire. Les gens meurent, le sang coule à flot. Et chaque fois que le sang coule à flot quelque part dans le monde, c'est un devoir pour les grands pays d'aller là-bas arrêter ces massacres. Alors, je ne les invite pas à venir, mais le sang a suffisamment coulé. 3000 morts, 1000 déplacés et autres. Vraiment, soyez sûrs, personne ne peut accepter ça s'il aime véritablement son pays. Maintenant, qu'est-ce que je propose? Nous proposons simplement que M. Ayoub Tabé soit mis dehors, lui et son équipe, que ses amis qui sont en Occident arrivent ici après qu'une amnistie ait été prise, l'amnistie qui les protège, parce que ça ne sert à rien de venir là et ils ne sont plus capables de repartir, que nous, de la coalition autour de Maurice Kamto, qui avons une autre vision, je parle bien de nous, qui ne sommes pas l'opposition choisie, parce qu'il y a l'opposition choisie au Cameroun. Je ne veux pas en parler de long en large, mais il y a une opposition qui cadre avec les aspirations du RDPC. Nous qui ne sommes pas, qui ne fonctionnons pas selon les battements du cœur du RDPC, méritons aussi de nous asseoir autour de la table pour que nous apportions notre contribution. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas les ennemis de l'État. Nous ne sommes pas les ennemis du régime. Nous sommes des adversaires politiques. Et qui dit adversaire dit celui qui ne pense pas comme toi. À partir du moment où nous ne pensons pas comme toi et qu'on ne prend pas des armes, nous ne sommes pas des ennemis de la République. M. Biya doit simplement se rendre un tout petit peu humble. Parce que la République lui a tout donné. La République lui a donné le calme. La République lui a donné le silence. Son peuple s'est même couché au sol. Il a marché sur ce peuple pendant 37 ans. La République a donné à M. Biya même ce que Dieu n'a pas encore donné à certaines personnes sur la planète. M. Biya a tout reçu. Figurez-vous, il sort à peine de l'école que Paul Ojoula le recrute. C'est-à-dire l'envoie par recommandation à Amadou Ahidjo. Et depuis ce temps, il n'est qu'au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Dieu lui a tout donné, qu'il restitue au moins au Cameroun le calme et la paix que Amadou Ahidjo lui avait donné quand il prenait le Cameroun. Parce que quand il héritait du Cameroun, il nous a lui-même dit dans son discours d'investiture, j'hérite d'un État riche, fort et prospère. On peut donc se poser des questions aujourd'hui. Est-ce que le Cameroun est riche? C'est à vous de répondre à cette question. Est-ce que le Cameroun est fort aujourd'hui avec nos citoyens comme pour chasse de Guinée équatoriale et tout? C'est à vous de répondre à cette question. Est-ce que le Cameroun est prospère avec les routes, avec l'eau qui n'existe pas, l'électricité qui n'existe pas? C'est à vous de répondre à cette question. En tout cas, pour moi, chacun peut se faire une idée du bilan de M. Biya, mais pour moi, c'est un bilan complètement nocif, complètement comment je vais dire ça? Complètement dévastateur pour notre pays. Mais nous demandons simplement, ok, tu as essayé comme tu pouvais. Tu as vraiment essayé comme tu pouvais. On peut aller à l'école et on ne passe pas des examens. On peut aller à l'école et on ne passe pas des diplômes. Mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas allé à l'école. Monsieur Biya, vous avez essayé. Vraiment, vous avez essayé. Si en 37 ans, vous n'avez pas pu, ce n'est pas les 7 dernières années qui restent pour vous que vous allez pouvoir faire quelque chose. Parce que, voyez-vous, M. Biya a 4 ans, il aura exactement 94 ans. À 94 ans, il est possible qu'on lui demande, mais M. Biya, écrivez votre nom ici, il va dire qu'il s'appelle M. Yabi. Parce qu'à cet âge-là, on n'a plus suffisamment ses forces. Vraiment, ce n'est pas un problème que le président prenne sa retraite, que M. Biya prenne sa retraite. Ça n'a jamais été un véritable problème de prendre la retraite. Que ce monsieur se soucie simplement des familles pauvres. Le Cameroun est suffisamment pauvre. Les Camerounais sont pauvres. Que ce monsieur se soucie du peuple camerounais. J'ai envie de couler les larmes. Quand je vois comment les Camerounais souffrent de part et d'autre, que M. Biya se dise, oui, je suis entré dans l'avion pendant 37 ans. J'ai dormi en Suisse dans les hôtels pendant 37 ans. Oui, c'est suffisant. Il faut que les enfants des autres aussi deviennent quelque chose. Ce n'est que ça que nous on demande à Biya. Et c'est pour ça que nous faisons ce combat. C'est notre combat. Ce n'est pas le combat de nos enfants. C'est pour ça que nous allons toujours faire ce combat. Parce que nous ne devons pas laisser à nos enfants de venir faire nos combats que nous, on a abandonnés. Nous avons décidé de faire ce combat pour changer
la donne dans notre pays, pour que l'enfant du paysan de Penja, l'enfant du paysan de Magba aussi entre à l'ENAM sans être parrainé, et que cesse d'être seulement à l'ENAM les enfants des ministres, des enfants des colonels, qui sont d'ailleurs mis dans l'antichambre au moment où je parle. Ils sont tous dans les antichambres. Vous allez voir leurs enfants à Camtel, vous allez voir leurs enfants à l'ENAM, vous allez voir leurs enfants à la SNH. Ils sont en train d'attendre patiemment de remplacer leur papa. C'est-à-dire que les parents nous ont gouvernés, les enfants risquent de venir nous gouverner et gouverner nos enfants. Ça, c'est inadmissible. On ne l'acceptera jamais. Jamais on ne l'acceptera. Monsieur Biya a été béni de Dieu. Alors qu'il sache dire aussi à Dieu merci. Qu'il sache lui dire merci. Mais moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Je ne comprends pas que quelqu'un s'accroche à un pouvoir alors qu'il voit lui-même visiblement depuis 37 ans que son bateau ne fait que couler. Le bateau ne fait que couler, mais il tient à y être. Monsieur Biya, s'il vous plaît, libérez le Cameroun. Libérez vraiment le Cameroun. Permettez aussi aux autres d'apporter leur expérience. Parce qu'après vous, le Cameroun ne mourra pas. Après vous, le Cameroun ne va pas s'effondrer. Après Aïdjo, le Cameroun n'est pas mort. Vous êtes devenu président, vous avez tenu 37 ans. Les autres, quelqu'un d'autre peut devenir président. Vraiment, excusez, je remercie tout ce que vous avez essayé de faire. Hein. Vous avez fait à votre niveau. Mais vous ne pouviez pas faire mieux. Vos différents castings n'ont pas permis de changer le Cameroun. Vos différents castings n'ont pas pu permettre, parce que vous étiez l'entraîneur, vous étiez le sélectionneur de vos équipes gouvernementales, vous étiez l'arbitre, vous étiez même le promoteur, vous étiez tout, mais sauf que le Cameroun n'a pas décollé, le Cameroun n'a jamais décollé. Vraiment, laissez ces choses-là, permettez-nous finalement, nous aussi, à nos enfants pauvres, eux aussi, de voir seulement un petit bout de lumière. Ce n'est que ce petit bout de lumière que je demande. Ok, j'aurais fini de parler, vous allez appeler le juge militaire de m'attraper, vous allez appeler le commissaire de m'attraper, j'irai en prison, je parlerai toujours, parce qu'en fait ça ne changera rien. Donc moi je pense qu'il est temps que vous nous appeliez, M. Paul Biya, pour consenser. On n'est pas des ennemis. On ne prendra jamais les armes contre notre pays. Ça, soyez rassurés que moi, je veillerai à ce que jamais les armes ne soient prises contre mon pays. Je le ferai. Mais vous aussi, comprenez de votre côté que la retraite n'est pas une sanction et que si vous partez, vous vous mettez de côté pour devenir le conseiller de ceux qui auront pris le pouvoir, vous aurez rendu un véritable service à votre peuple, vous aurez rendu un véritable service à Dieu. Parce que imaginez que vous rencontriez Dieu dans le couloir de la mort et qui vous demande, Monsieur Paul Biya, qu'avez-vous fait de mon peuple? Et vous leur dites, non, je les avais jetés en prison, j'avais même laissé King là-bas en prison, j'ai même affamé sa famille, j'ai affamé toutes les familles, j'ai même tué les gens partout. Monsieur Biya, Dieu vous a beaucoup aimé. Je ne sais pas si Dieu a aimé deux personnes dans ce pays comme vous. Rendez grâce à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, pendant 37 ans, tu m'as béni. Pendant 37 ans, tu as permis à mes enfants de prendre le taxi de 1 000 $, de 2 000 $ ou de 400 $ par jour, alors que le Camerounais n'avait pas de salaire, alors que le Camerounais ne mange pas. Dites à Dieu, merci Seigneur. Vraiment, je voudrais me mettre de côté pour permettre aussi aux jeunes. Mais comment se fait-il qu'un homme au Cameroun puisse faire 64 ans et ne travaille pas? Il y a des gens dans ce pays qui vont à la retraite sans avoir un jour travaillé. Dans ma famille, j'en ai. Des gens qui ont déjà 60 ans dans ma famille et ils ont travaillé seulement 8 mois. Vous pouvez imaginer ça? 8 mois et des bricoles, pas le travail normal, des bricoles. Moi, je crois qu'il est temps que M. Biya nous comprenne. Nous ne sommes pas ses adversaires, nous sommes simplement des citoyens qui se sont dit, si lui, il nous a malmenés pendant 37 ans. Ses enfants n'ont pas le droit, leurs enfants n'ont pas le droit de malmener nos enfants. Et il faudrait que nous mettions un terme à ça pour laisser à tous les enfants un pays où ils auront les mêmes chances. Et ça, c'est l'objet de notre combat.